À partir de l'instant où des projectiles ont touché un bâtiment de guerre américain en pleine mer d'Arabie, jusqu'à la présence de chasseurs américains survolant le territoire iranien, il s'est écoulé 22 minutes. Aucun sommet d'urgence, aucune délibération prolongée, aucun avertissement. Uniquement la riposte militaire la plus précise et la plus fulgurante que le Golfe ait jamais connue. Ce soir, nous décryptons exactement comment cela s'est déroulé, pourquoi la manœuvre navale la plus audacieuse de Téhéran en plusieurs décennies s'est achevée avec son propre centre de commandement en ruine et ce que cette horloge de 22 minutes nous révèle sur l'avenir de cet affrontement. Mais attendez, ce que je vais vous révéler va tout changer. Pour saisir cet incident, vous devez d'abord comprendre l'environnement dans lequel il s'est produit. La mer d'Arabie septentrionale constitue depuis des décennies l'un des corridors maritimes les plus constamment disputés de la planète. Elle se situe à l'intersection des routes de transit pétrolières du Golfe, de la compétition régionale pour le pouvoir et de la projection de forces américaines en Asie centrale et au Moyen-Orient élargi. À chaque instant, plusieurs marines américaines, iraniennes, indiennes, pakistanaises opèrent dans des portées radars qui se chevauchent. Washington maintient dans ce théâtre ce que les planificateurs militaires nomment une présence de groupes de frappe aéronavale. Cela signifie un porte-avions entouré d'un réseau défensif et offensif à plusieurs strates, destroyers, croiseurs, sous-marins et une aile de combat complète. Le porte-avions lui-même n'est pas simplement un bâtiment. C'est une plateforme souveraine mobile, une base aérienne flottante capable de projeter sa puissance dans un rayon d'environ 1000 miles dans toutes les directions. Positionné entre ce porte-avions et toute menace potentielle venant du nord, un destroyer remplit ce que la doctrine nomme un rôle de sentinelle avancé. Il surveille, il intercepte, il absorbe les dangers pour que l'actif plus précieux derrière lui n'ait pas à le faire. En ce matin particulier, c'était ce rôle qui était rempli. Et c'est la sentinelle avancée qui a reçu le premier coup. Écoutez bien ce qui suit. Les menaces de missiles de croisière dans ce théâtre ne sont pas nouvelles. La doctrine navale iranienne intègre depuis longtemps des missiles anti-navires lancés depuis la côte et depuis les airs. Les destroyers Aegis américains s'entraînent intensivement à les intercepter. Les protocoles d'engagement sont répétés, les enveloppes d'interception sont cartographiées et la couverture radar est orientée en conséquence vers l'axe de menace connu. Cette orientation n'est pas de la négligence, c'est une allocation rationnelle des ressources basée sur des décennies de renseignements et d'histoire opérationnelle. Vous pointez vos capteurs vers la menace. Ce qui a changé dans cet engagement, c'est le vecteur. Les missiles entrants n'arrivèrent pas de la direction du territoire iranien. Ils arrivèrent de la pleine mer du sud-ouest. Un relèvement associé aux eaux alliées, aux voies de navigation commerciale, à la logique géographique du « il n'y a rien là-bas ». Il y avait quelque chose là-bas. Des sous-marins iraniens avaient traversé le détroit d'Ormuz plusieurs semaines auparavant. Un événement ordinaire, suivi mais non signalé comme immédiatement exploitable. Ce que le renseignement n'avait pas évalué, c'était la modification que ces sous-marins transportaient, des missiles de croisière adaptés pour un lancement maritime, réadaptés à partir d'une plateforme conçue pour des missions d'attaque terrestre. L'importance de cela mérite qu'on s'y attarde. Saisissez bien l'importance de ceci. Il ne s'agissait pas de Téhéran déployant une arme connue depuis une position connue, il s'agissait d'une arme connue déployée depuis une plateforme inattendue, depuis un relèvement inattendu, contre une catégorie de cibles contre laquelle elle n'avait jamais été utilisée auparavant. En termes de renseignement, ce n'est pas une surprise tactique, c'est un échec d'évaluation stratégique. La tentative d'interception qui a suivi a été partiellement réussie. Les systèmes défensifs se sont engagés immédiatement et correctement. Un missile entrant a été neutralisé. Le second n'a pas été proprement détruit. Sa tête explosive a détonné prématurément à courte portée et le schéma de fragmentation qui en a résulté a causé des dommages distribués sur le côté tribord du navire. Pas de victimes, pas d'incendie, pas de compromission structurelle. Mais le système de défense rapproché de dernier recours du navire, le canon automatique, conçu pour détruire tout missile qui échappe à tout le reste, a été rendu inopérant par un seul fragment.
Ce détail est important, non pas parce que le résultat de la bataille a changé, mais parce qu'il illustre un concept que les analystes militaires appellent neutralisation par attrition. Vous n'avez pas besoin de couler un navire pour dégrader sa valeur de combat. Il vous suffit de retirer suffisamment de ses capacités pour qu'il ne puisse plus remplir sa fonction assignée de manière fiable. C'est ici que l'histoire passe de ce qui s'est passé à comment la riposte s'est produite et pourquoi la vitesse elle-même mérite un examen attentif. Et maintenant, voici ce que personne ne vous dit sur ces 22 minutes. Le commandant du navire endommagé a procédé à une évaluation rapide. Son propre navire avait été touché depuis une direction impliquant un lancement par sous-marin. Le sous-marin était hors de portée de tout ce qu'il transportait, mais le sous-marin n'avait pas agi seul. Il avait reçu des données de ciblage, une coordination et une direction opérationnelle depuis quelque part à terre. L'infrastructure de commandement naval, la chaîne de nœuds côtiers, qui indique à un vaisseau submergé ou visé, n'est pas un actif mystérieux ou caché. C'est une installation connue. Elle a une adresse physique. En quelques minutes, une demande est remontée dans la chaîne de commandement. Non pas pour un renforcement défensif, mais pour une offensive contre cette infrastructure côtière. L'amiral du groupe de frappe l'a autorisé en 2 minutes. 12 aéronefs étaient en vol dans les 8 minutes suivant cette autorisation. 22 minutes après que des fragments ont frappé le destroyer, ces aéronefs sont entrés dans l'espace aérien iranien. Soyons précis sur ce qui a permis cette vitesse, car ce n'était pas improvisé et ce n'était pas de la chance. Les groupes de frappe aéronavals américains opèrent sous ce qu'on appelle des packages de frappe, des options offensives pré-planifiées et pré-briefées contre un ensemble défini de cibles dans un théâtre donné. Ces packages existent avant tout incident. Quand un incident se produit, la décision n'est pas construire un plan, la décision est exécuter quel plan. Les pilotes connaissaient déjà leur route, les aéronefs étaient déjà armés, le soutien à la guerre électronique était déjà coordonné, les coordonnées des cibles étaient déjà chargées. Ce que la chronologie de 22 minutes mesure réellement, ce n'est pas la vitesse de réaction américaine dans l'abstrait. Elle mesure la profondeur du prépositionnement américain, l'infrastructure de préparation qui existe en permanence sous le seuil de visibilité publique dans certaines des régions les plus sensibles de la planète. C'est une chose importante à comprendre sur la façon dont la force militaire américaine opère à l'échelle mondiale. La cible sélectionnée était le centre de commandement naval évalué comme ayant coordonné le ciblage et le séquençage opérationnel du sous-marin. Il s'agit d'une catégorie de cibles que les analystes militaires et juridiques désignent comme infrastructure de commandement et de contrôle. En vertu du droit des conflits armés, les nœuds de commandement militaire sont des cibles légitimes lorsqu'ils dirigent activement des opérations hostiles. La justification du ciblage ici, que l'installation avait dirigé l'attaque contre un vaisseau américain, s'inscrit dans la doctrine établie pour une riposte militaire proportionnée. Ce que l'offensive a employé était un package à plusieurs couches, des aéronefs de guerre électroniques pour supprimer les défenses aériennes iraniennes, des missiles antinavires pour neutraliser les actifs navals de surface susceptibles d'interférer et des munitions guidées de précision pour frapper l'installation de commandement elle-même en plusieurs vagues de livraison. L'installation était évaluée comme durcie, construite pour survivre aux offensives conventionnelles. Les munitions utilisées ont été sélectionnées en conséquence avec des ogives pénétrantes conçues pour les constructions renforcées. Les pertes ont été estimées à 60 à 80 personnels, dont plusieurs officiers supérieurs. Ce chiffre ne doit pas être passé rapidement. Ce sont des êtres humains opérant au sein d'une institution militaire dans un pays qui n'a pas formellement déclaré la guerre aux États-Unis. Le ciblage était juridiquement fondé sur la doctrine de légitime défense et le standard des opérations hostiles actives. Mais le poids moral de 60 à 80 morts dans une fenêtre de décision de 22 minutes est quelque chose qu'une conversation publique sérieuse ne devrait pas esquiver, même lorsque la logique opérationnelle est solide. Le sous-marin n'a jamais été retrouvé. Ce n'était pas une note de bas de page, c'est un résultat stratégique. Le vaisseau qui a initié toute cette séquence d'événements, qui a démontré une nouvelle capacité iranienne, qui a réussi à endommager un navire de guerre américain, est retourné au port. Son équipage a survécu. Sa capacité physique reste intacte. Ce qui a été détruit, c'est l'infrastructure côtière qui le soutenait.
C'est la tension centrale dans la doctrine du ciblage des infrastructures comme dissuasion. Vous pouvez supprimer le nœud de coordination, mais vous ne pouvez pas supprimer la connaissance, l'arme ou l'intention. Le sous-marin existe toujours. Les ingénieurs qui ont conçu le système de lancement modifié existent toujours. La leçon tactique apprise par Téhéran, qu'un missile lancé par sous-marin depuis un relèvement inattendu peut pénétrer la couverture défensive américaine, cette leçon fait désormais partie intégrante de la doctrine militaire iranienne. Détruire un centre de commandement n'efface pas une capacité. Cela la perturbe, la dégrade et impose des coûts. Si ces coûts se traduisent par une dissuasion ou s'ils accélèrent l'investissement iranien dans des architectures de commandement plus résilientes et plus distribuées, c'est une question ouverte. Et la réponse honnête est que nous ne le savons pas encore. Il y a également une question structurelle plus large que cet engagement soulève. Écoutez attentivement ceci. L'autorisation d'offensive de 22 minutes s'est produite en dessous du niveau du président du Conseil de sécurité nationale et du secrétaire à la défense. En vertu de la doctrine militaire américaine actuelle, régissant les forces déjà en contact hostile actif, les commandants de théâtre disposent d'une autorité significative pour répondre aux attaques directes contre des actifs américains. Cette autorité est juridiquement fondée et opérationnellement nécessaire. Mais cela signifie que dans des engagements à évolution rapide, dans des théâtres contestés, des décisions à fort potentiel d'escalade peuvent être prises et exécutées avant que la direction civile supérieure à Washington ait eu le temps de se réunir. Ce n'est pas une critique, c'est une réalité structurelle de la guerre moderne au tempo opérationnel. Mais c'est une réalité avec laquelle les cadres de surveillance démocratiques n'ont pas pleinement composé et que des analystes de tous les échiques politiques affirment mériter une conversation publique et législative plus soutenue. Cet engagement a produit plusieurs enseignements durables et il vaut la peine de les énoncer clairement. Téhéran a démontré une véritable évolution de ses capacités. Les missiles de croisière lancés par sous-marins contre des cibles maritimes, depuis un relèvement en dehors de l'évaluation conventionnelle des menaces, représentent une expansion significative de ce que Téhéran peut faire, pas seulement de ce qu'il possède. La communauté du renseignement devra maintenant reconstruire sa modélisation des menaces pour les opérations navales iraniennes dans le Golfe et la mer d'Arabie. Les États-Unis ont démontré une capacité de riposte véritablement formidable. La vitesse, la coordination et la précision de l'offensive de représailles reflètent une profondeur institutionnelle que la plupart des armées ne peuvent égaler. C'est une déclaration factuelle précise, pas un endossement politique, mais une capacité de riposte formidable et une résolution stratégique ne sont pas la même chose. La journée s'est terminée avec un navire américain endommagé, un centre de commandement iranien détruit, un sous-marin iranien non localisé et aucun mécanisme formel permettant aux deux parties de communiquer clairement sur la suite des événements. La réponse diplomatique, condamnation, contre-accusation, débat procédural dans les forums multilatéraux n'a rien résolu, comme c'est presque toujours le cas dans les incidents militaires en temps réel. La question qui importe le plus pour l'avenir n'est pas de savoir si Washington peut répondre aux attaques iraniennes. Aujourd'hui a répondu à cela. La question est de savoir si cet échange rapproche les deux parties d'un ensemble défini de limites ou si chaque capacité démontrée élève simplement le plafond de ce à quoi le prochain engagement pourrait ressembler. L'histoire suggère que les escalades tactiques sans architecture diplomatique tendent à produire davantage d'escalades. Si les institutions ayant l'autorité de construire cette architecture ont la volonté de le faire, ce n'est pas une question militaire, c'est une question politique. Et elle demeure ce soir sans réponse. Ne clignez pas des yeux, car ce qui s'est joué en 22 minutes pourrait définir le tempo de tous les affrontements à venir.